Attention, l'histoire que vous vous apprêtez à écouter aborde des sujets sensibles comme des opérations, des examens médicaux détaillés et des difficultés psychologiques. Nous vous laissons juger si cela est entendable pour vous. Prenez soin de vous. C'était une grande sœur, une petite sœur des fois, parce qu'elle avait besoin d'être protégée, et c'était une maman. C'était un tout en fait pour moi. 5000 cas. Je dis 5000 cas et on peut rien faire. Il m'a dit crée une association. Alors comment dire que dans ma tête, j'ai l'impression qu'il y a 2 neurones qui se sont branchés. J'ai fait oui. Et en fait je suis sortie de là-bas, je vous jure, avec le sourire. Bienvenue sur Cœur battant, le podcast qui fait battre le cœur de ceux qui vivent, de près ou de loin, avec les pathologies cardiaques. Nous sommes Mylène et Fanny, 2 sœurs unies par une histoire extraordinaire. L'une a soutenu, l'autre a survécu grâce à une greffe du cœur. Dans chaque épisode, nous vous invitons à plonger dans des récits authentiques et émouvants, à rencontrer ceux qui ont traversé des épreuves et ceux qui les accompagnent, le tout éclairé par les avis précieux de professionnels de la santé. Notre mission ? Vous donner les clés pour mieux comprendre, mieux vivre et mieux accompagner les pathologies cardiaques, tout en tissant un lien de confiance entre patients, aidants et soignants. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts et plus résilients. Nous vous invitons à nous rejoindre pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement. C'est parti! Aujourd'hui, on vous propose un épisode profondément humain, traversé par l'amour, la douleur et l'envie farouche de faire changer les choses. Rachel a accepté de prendre la parole à notre micro. Elle nous parle de sa sœur, Déborah, disparue brutalement d'une suite d'endocardite infectieuse alors qu'elle était jeune maman. Mais Rachel ne s'est pas arrêtée là. Elle a choisi de transformer cette perte en combat. En hommage à sa sœur, elle a créé l'association Déborah pour sensibiliser, informer, prévenir et soutenir ceux qui, comme elle, ont vu leur vie basculer sans prévenir. Dans cet épisode, elle nous confie son histoire et celle de sa sœur, nous éclaire sur une pathologie méconnue et nous montre combien l'engagement peut naître de l'amour. Merci à Rachel pour sa confiance. Et merci à vous d'être là, à l'écoute. Alors, aujourd'hui, on a une nouvelle invitée avec nous pour le podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en nous donnant ton prénom, ton nom si tu le souhaites, ton âge, d'où tu viens, quelle est ta profession et enfin ton lien avec les pathologies cardiaques? Alors, je m'appelle Rachel, j'ai 30 ans. Je suis dans le milieu médical, principalement dans la recherche. Et j'ai ouvert une association de lutte contre l'endocardite infectieuse suite au décès de ma sœur de cette maladie. Ok, merci pour ta présentation. Alors, on va commencer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire comment les maladies cardiaques, elles sont entrées dans ta vie ? Alors, elles sont entrées dans ma vie parce que moi, en tant que personne qui a fait des études de médecine, donc j'avais entendu parler de toutes les pathologies cardiaques qui peuvent exister, dont l'endocardite. Mais je n'en avais entendu parler que très peu, honnêtement. Dans mes bouquins de médecine, c'était même pas une page, l'endocardite, alors que c'est une maladie qui est quand même grave. Et ma sœur, Déborah, ma grande sœur, est décédée d'une endocardite il y a maintenant 3 ans. Donc c'est comme ça que malheureusement j'ai été amenée à rentrer dans le vif des maladies cardiaques parce que j'ai voulu tout comprendre de ce qu'elle avait eu, pourquoi, comment. À l'instant même où l'hôpital m'a appelée, la première des choses que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mon bouquin de médecine et que j'ai regardé ce que c'était une endocardite. Il y avait écrit « infection de la paroi interne du cœur, 80% de décès ». C'est tout ce qu'il y avait écrit. Donc ça m'a pas rassurée. Et bon, après, j'ai été à l'hôpital. Mais c'est comme ça que c'est rentré dans un premier temps dans ma vie, bien avant l'ouverture de l'association. C'est comme ça
que vraiment j'ai voulu savoir tout ce qui se passait à l'intérieur du cœur, le pourquoi et le comment elle avait eu ça. OK. Alors, pour nos auditeurs et aussi, pour, aussi faire honneur à ta sœur aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous raconter qui était ta sœur Déborah? Donc voilà, comment est-ce qu'elle était et quel lien vous aviez? Et voilà et un peu son histoire parce que c'est toi aujourd'hui qui es le témoin de tout ça. Alors Déborah, c'était une personne, je sais même pas le mot pour la décrire en un mot. C'était, une petite maman, une grande sœur, une petite sœur, une femme exceptionnelle. En fait, c'était un adulte, mais quand elle parlait, quand elle réfléchissait, tout ce qu'elle faisait dans la vie, on dirait un ange, on dirait une petite fille. C'était incroyable la bonté qu'elle avait et la gentillesse et rien que dans son regard, on dirait le regard d'un ange, en fait. Donc Déborah, c'est ma grande sœur, la fille aînée de mes parents. Et quand ma maman, a eu Déborah, malheureusement, à l'accouchement, ça s'est très mal passé et ils lui ont dit: «Bah, vous aurez pas d'autres enfants, vous êtes devenue stérile». Donc Déborah, elle a toujours, espéré avoir un jour une petite sœur ou un petit frère mais elle savait que c'était pas possible. Et un jour, ma mère, elle a des nausées, elle se sent pas bien et elle dit à mon père: «Je crois que je suis enceinte». Alors mon père, il la regarde hyper bizarrement, «Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux pas avoir d'enfant, c'est pas possible». Elle va faire un test et en fait, elle va faire une prise de sang directement et quand elle va la chercher au laboratoire, la dame, elle dit: «Félicitations». Et ma mère, elle la regarde, elle fait: «Pourquoi?» Elle fait: «Bah, c'est positif». Elle dit: «Positif? Je suis enceinte?» Elle dit: «Bah oui». En fait, elle était déjà enceinte de presque 2 mois. Et donc elle va chercher ma sœur à l'école et ma sœur, quand elle voit ma mère, elle comprend, elle lâche son cartable, elle court dans les bras de ma mère et elle embrasse le ventre et tout. Elle avait à l'époque 9 ans. Donc Déborah et moi, on a 9 ans et demi d'écart. Et pour 2 sœurs qui ont 9 ans et demi d'écart, on était extrêmement proches, extrêmement fusionnelles. Quand je suis venue au monde, la première fois qu'elle m'a vue, elle a mis ses mains comme ça. Elle est restée comme ça. Elle dit ça à moi: «C'est mon bébé, c'est ma petite sœur, c'est ma petite sœur». Et elle était hyper contente d'avoir une petite sœur. En plus, moi, quand je suis née, j'ai eu des petits soucis de santé. Donc je suis pas rentrée tout de suite à la maison. J'ai été en couveuse pendant un moment et quand elle a appris que mes parents, par exemple, lui avaient caché ça, elle était triste. Elle a dit: «Pourquoi vous me l'avez caché? C'est mon bébé à moi». Pour elle, j'étais son bébé à elle, en fait. C'était une petite maman, elle s'occupait de moi, elle m'a appris énormément de choses dans la vie. Elle m'a appris, le respect, le travail, la gentillesse, la bonté, la propreté, enfin c'est toutes les choses. Elle m'a appris, c'est tout bête, hein, mais elle m'a appris à me laver les cheveux. C'est tout bête, mais vraiment c'était une grande sœur, une petite sœur des fois, parce qu'elle avait besoin d'être protégée et c'était une maman. C'était un tout en fait pour moi. Elle, à l'école, elle avait beaucoup de difficultés et en fait, quand moi j'ai été à l'école, bah, quand j'apprenais à lire ou à écrire, je lui apprenais en même temps. Et elle m'apprenait, on s'apprenait en fait des choses mutuellement. On était une seule personne. J'ai toujours eu l'impression que c'était nous deux contre le monde entier. D'ailleurs, avec mes parents, on disait qu'on était un carré d'as. Enfin, qu'on est un carré d'as. Et donc, on était très, très, très proches. On a toujours été très fusionnels. Dès que j'avais un problème, si elle aurait pu se mettre devant moi pour prendre à ma place, elle l'aurait fait. Quand je me suis mariée, elle a pleuré du moment de la demande jusqu'à la fin des festivités. Il y a quand même 2 ans entre les deux. Elle a pleuré à tout, à tout, à tout, mais absolument à tout. C'était impressionnant. Des fois, elle me regardait, elle faisait... J'ai fait: «Encore? T'en as encore? Mais c'est pas possible. Mais c'est ma petite sœur, c'est ma petite sœur». Et tout le monde sur les 250 invités ont su que j'étais sa petite sœur. Attention, hein, c'est ma petite sœur, c'est ma petite sœur. Parce que Déborah, quand elle parlait de moi, c'était c'est ma petite sœur, c'est ma petite sœur. Elle me surnommait ma nénette. Parce que quand j'étais petite, elle me chantait Dodo Ninette et qu'elle a remixé en Ninette. Donc elle m'appelait ma nénette. Et elle m'a toujours appelée comme ça. Même à mon mariage, même quand j'ai eu mes diplômes, même devant mes copains. Enfin, elle m'a toujours appelée comme ça. Très sympathique, hein, d'ailleurs. Hein. Donc voilà, elle était toujours surprotectrice. Quand elle s'est mariée, bah, j'ai autant pleuré qu'elle. Donc j'ai arrêté de juger, en fait. Donc, parce que j'étais hyper heureuse qu'elle se marie. Elle a pris du temps à trouver son mari parce que elle voulait le bon. Elle est sortie une fois avec lui, elle m'a appelée, elle m'a dit: «C'est lui le bon».
J'ai fait: «Tu es sûre? Parce qu'il est peut-être pas au courant». «Non, non, c'est lui. Il va m'épouser, il y aura pas de problème». Bah, elle s'est pas trompée, hein, parce que vraiment, elle aimait énormément mon mari. Mon mari, c'était son frère, c'est pas son beau-frère, c'est son frère, c'est mon frère, comme moi, ma petite sœur. Elle était extrêmement proche de lui. Quand mon mari lui parlait, elle le regardait comme ça. Genre, elle l'écoutait. Et, par exemple, avant de se marier, elle s'est mise à pleurer parce qu'il y avait plus nos grands-parents en fait au mariage, donc elle a pleuré et elle était en crise d'angoisse et personne n'arrivait à la calmer. Mon mari, il est arrivé dans la pièce, il lui a dit: «Déborah, calme-toi». Elle a fait: «D'accord mon frère, d'accord mon frère». En fait, il arrivait à la calmer. Il avait les mots et la douceur qui arrivait à la calmer. En fait, Déborah, c'était une femme qui voyait pas le mal. En fait, elle se prenait pas la tête avec les choses compliquées de la vie. Elle vivait, elle était toujours contente, elle avait toujours le sourire. Tout était beau, tout était bien, tout le monde était gentil. Elle avait une façon de voir le monde mais en fait innocente, comme un ange. Vraiment, on dirait elle est venue comme un ange. Et mon père, il dit qu'elle est partie comme un ange d'ailleurs sur la pointe des pieds. Donc, quand elle s'est mariée, peu de temps après, elle m'appelle une fois à 6h15 du matin, en pleurs. Je comprends qu'elle est enceinte. Donc, je crie aussi au téléphone et je pleure. Donc, j'étais super contente. Je suis la première personne à qui elle l'a dit. Elle avait l'hôtesse dans la main, elle m'a appelée. J'ai dit: «T'as dit à ton mari?» Elle m'a dit: «Ah oui, je vais l'appeler». C'est bien. J'étais mort de rire. Donc, après, elle a appelé mes parents et tout. Elle a eu une grossesse, la pauvre, au début, extrêmement dure. Parce qu'en fait, elle vomissait tout le temps. Et donc du coup, à un moment, son cœur s'est fatigué, donc elle a été à l'hôpital. Ce que je ne comprends pas d'ailleurs, c'est qu'ils n'ont pas fait d'examen pour vérifier qu'elle avait rien au cœur, hein. Ils ont juste vu qu'elle a vomissé, ils lui ont mis des perfusions. Ils ont attendu que ça passe. Elle a perdu 15 kilos au début de la grossesse. Et en fait, elle a eu un début de grossesse. Elle avait les cernes, elle a été malade, la pauvre. Et par contre, le deuxième trimestre, tout allait bien. Elle a tout repris. Elle a tout rattrapé. Elle a eu une fin de grossesse très bien, sauf que mon neveu a un petit peu tardé à venir, hein, il voulait prendre son temps. Elle n'était pas trop d'accord, hein, elle en avait un petit peu marre, la pauvre, en plus en juillet. D'ailleurs, il va avoir 4 ans dans quelques jours. Et donc, elle a accouché d'un petit garçon qui s'appelle Jonas. Jonas Shimon, le deuxième prénom comme mon grand-père. Le père de mon père, on l'a pas connu. Et je sais pas pourquoi, on avait un amour pour lui, parce que même si on l'a pas connu, je sais pas, on ressent. Et en fait, elle a toujours dit, si j'ai un petit garçon, je l'appelle comme mon grand-père. Je fais le respect à mon père qui n'a pas eu de garçon. Donc, voilà, il est né. D'ailleurs, pendant qu'elle accouchait, elle dit à son mari: «Tu préviens ma petite sœur, hein, tu préviens ma petite sœur, hein. Tu renvoies la photo à ma petite sœur, hein». Donc, dès qu'elle a accouché, dès qu'elle est rentrée à la maison, comme c'était pendant le Covid, je pouvais pas aller la voir à l'hôpital. C'était dur, la vérité. J'avais juste envie d'être avec elle et j'avais peur pour ma sœur. Donc, dès qu'elle est rentrée à la maison, j'ai squatté chez elle. C'est-à-dire, je suis restée. En plus, moi, là-bas, je suis venue voir le petit. Elle m'a dit: «Tu restes, hein». Je suis restée. Et même quand elle était enceinte, alors Déborah et moi, on s'aimait beaucoup, hein. On n'était jamais assez suffisamment ensemble. On pouvait rester 3 mois, il fallait qu'on reste une journée de plus. Mais quand elle était enceinte, j'avais l'impression que c'était encore plus. Quand je dormais chez elle, elle voulait que je dorme avec elle. Elle disait à ton mari: «Tu dors sur le canapé, hein, moi je dors avec ma sœur». Bon. Donc on était tout le temps ensemble. Et en fait, je sais même pas dire le niveau qu'on s'aimait parce que ça s'explique pas. Et donc quand Jonas est né, donc j'étais chez elle, j'étais tout le temps avec elle. Et la première année qu'elle avait été avec Jonas, elle était super heureuse d'avoir son petit garçon. Vous voyez le genre de petit garçon qui est tout le temps nickel, qui mange à 10h, à midi, qui a le bavoir du jour que l'on est. S'il y a une tâche, elle a un bavoir en double. Le petit garçon, il sort du château de sable, il est plus propre qu'en y rentrant. Vraiment, tout est carré, sa maison carrée, tout carré. Vraiment le genre de femme, c'était son rêve d'être mère. Elle voulait être maman. Pour elle, elle voulait, parce qu'en plus, elle travaillait en crèche, j'ai oublié de le préciser. Donc, elle avait un amour des enfants et une douceur. En même temps, quand on voit une personne comme ça, avec un visage doux, des petites mains, une bonté, une douceur. Donc, quand elle est devenue maman, c'était son rêve. Et voilà, donc en vrai, tout allait bien dans nos vies. On était bien, on était heureux. Tout le monde était en bonne santé. Déborah n'avait jamais eu de problème de santé. Voilà, elle était bien, elle était heureuse, elle avait une belle vie.
Et un mois avant qu'elle parte, elle me fait un message où elle me dit en pleurs: «Merci ma sœur pour tout ce que tu as fait pour Jonas depuis sa naissance, pour tout ce que tu as fait pour moi depuis qu'on est petite». Et sur le moment, j'ai vraiment pas compris, donc je l'appelle et je parle avec elle au téléphone et tout. Je lui dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu mon amour et tout?» Elle me dit: «Non, je sais pas, j'ai eu un coup d'angoisse». J'ai vraiment pas compris. Je me suis dit: «Je sais pas». Elle m'a dit: «Tu sais, je suis fatiguée». Et après, elle m'a expliqué qu'elle était enceinte. Donc les hormones et cetera, ça a peut-être dû remonter des choses et cetera. Donc l'anniversaire de Jonas arrive, donc les 1 an de Jonas, la fête nationale, hein, pour ma sœur, le 14 juillet. Donc on arrive chez eux, dans le jardin du père à mon beau-frère, et je vois ma sœur, mais fatiguée, mais triste. Pas Déborah, avec un visage triste. Et elle me prend à part, elle me dit: «Voilà ma sœur, je suis enceinte». Donc moi je suis contente, je l'embrasse, je pleure. Et elle me dit: «Je voulais pas te le dire avant parce qu'elle sait que voilà, moi ça fait 8 ans que je suis mariée et que j'ai pas d'enfant». Elle me dit: «Je voulais pas te faire de la peine». Et donc je me mets à pleurer 2 fois. Elle me dit: «Mais tu m'en veux?» Je dis: «Mais ça va pas, je suis contente, je suis heureuse». Elle me dit: «De toute façon, c'est un peu ton bébé, hein, c'est comme Jonas, hein». Elle me dit: «De toute façon, c'est une fille». Je dis: «Bon d'accord». Elle me dit: «Mais je suis fatiguée ma sœur, j'ai l'impression que ça revient comme pour Jonas, j'ai tout le temps envie de vomir, je suis faible, j'ai perdu du poids». Je dis: «Mais c'est comme pour Jonas?» Elle me dit: «Oui, c'est comme pour Jonas, c'est vraiment pareil». Je me suis pas inquiétée plus que ça honnêtement. Comme elle a eu pareil pour Jonas, j'ai pas pensé à mal. D'ailleurs ça a été plus tard très dur pour moi parce que j'ai énormément culpabilisé de ça. Je me suis dit que j'ai rien vu alors que, bah, aujourd'hui je sais qu'il y avait rien à voir. Et à l'époque, j'ai pris du temps à comprendre ça. Donc l'anniversaire passe et tout le monde à l'anniversaire dit: «Mais Déborah, qu'est-ce que t'as? C'est les 1 an de ton fils, t'as attendu ça?» Je suis fatiguée, je sais pas ce que j'ai». Je rentre chez moi, la semaine passe et le vendredi, elle m'appelle, elle me dit: «Voilà ma sœur, je suis à l'hôpital aux urgences. J'ai fait un malaise dans la rue avec Jonas. Il y a une dame a appelé les pompiers». Je lui ai dit: «Qu'est-ce que tu as?» Elle m'a dit: «C'est comme pour Jonas, j'arrive pas à avaler même un verre d'eau, je le vomis. Je pense que c'est comme pour Jonas, c'est rien, ils vont me garder quelques jours et ça va passer». «OK ma sœur, fais attention». Moi je la dispute un peu, je lui dis: «Mais tu manges pas aussi, il faut manger». Elle me dit: «Rachel, je te jure, j'arrive pas, j'arrive pas à manger». Donc voilà, pas de honnêtement, pas d'inquiétude plus que ça. Ni de ma part, ni de la part de mes parents, ni de la part de mon beau-frère, parce qu'elle avait eu pareil pour Jonas. Et même elle était pas si inquiète que ça. Enfin moi, elle me l'a pas dit. Par contre, elle a dit à ma mère: «J'ai mal au cœur». Moi, elle me l'a pas dit. Je sais pas pourquoi, peut-être pour me protéger, parce qu'elle sait que elle m'aurait dit: «J'ai mal au cœur». C'est simple, j'aurais pris une voiture et j'aurais été la rejoindre à l'hôpital. Donc on était le samedi avec mes copines. Mon téléphone, il sonne plusieurs fois et honnêtement, j'ai pas fait attention plus que ça parce que, bah, voilà, c'est des fois des publicités et cetera. Et je vois le téléphone de mon mari qui sonne aussi plusieurs fois, donc je réponds et donc d'une rapidité, violente: «Bonjour, c'est le service de réanimation de l'hôpital de Gonesse. Voilà, votre sœur Déborah Fitoussi, est chez nous pour une endocardite infectieuse. Ses heures sont comptées, je vous conseille de venir». Alors à ce moment-là, honnêtement, je sais même pas comment j'ai réussi à parler, j'avais juste envie de hurler, de crier. Et je lui dis: «Quoi? Non mais vous vous trompez, ma sœur Déborah, elle est à l'hôpital de Sarcelles, pour des nausées de grossesse». «Ah non, non, elle est bien née le 16 mars 85». Je dis: «Oui». Il me dit: «Bah écoutez, elle était à l'hôpital de Sarcelles, elle était pas bien, donc ce matin, ils l'ont transférée chez nous et nous on a vu que, bah, elle avait une endocardite infectieuse». Je dis: «Vous êtes sûre, une endocardite infectieuse?» Donc les filles, elles comprennent que je parle de Déborah, elles me regardent bizarrement. Pardon, comme tu as fait des études médicales, est-ce que toi, à ce moment-là, quand on te le dit, ce mot-là, endocardite infectieuse, toi, tu as le sens tout de suite, tu sais? J'ai tout de suite compris. Dès que j'ai raccroché, d'ailleurs, j'ai dit à mes copines: «Ma sœur va mourir». Ils m'ont dit: Tu peux pas parler comme ça». J'ai dit: «Je sais». Je savais. Je sais pas si c'est que je sentais ou si je sais en tant que personnel médical que c'est grave. Même si j'ai pas été au bout de mes études, je sais que c'est grave. C'est quelque chose qu'on apprend, dans les premières années. Et donc je lui dis: «Passez-la moi». Je lui dis: «Passez-la moi». Elle me parle. Elle me dit: «Ah» ouais, elle m'a parlé, hein. «Ça va ma nénette?» «Bah, moi ça va». «Ouais, je sais pas, ils m'ont dit: "J'ai un problème au cœur, je comprends pas". Je dis: «Écoute,
ils vont la transférer à la Pitié. Donc je lui dis, dès que tu arrives à la Pitié-Salpêtrière, tu m'appelles et je viens. Et tu m'appelles ou il m'appelle. D'accord, ma sœur, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Cette conversation était plus courte que celle d'après. Enfin, celle d'après était très courte, mais celle-là était très, très, très courte. Donc je reparle au médecin. Le médecin, il me dit, écoutez, on va tout faire. Mais en fait, il commence à bugger dans ses mots. Je lui dis, écoutez, je comprends le médical, parlez-moi clairement. Je veux pas que vous commenciez à me dire des choses. Il m'a dit, bah voilà, votre sœur, elle a une infection de la paroi interne du cœur, une endocardite, qui est en passe de devenir une septicémie, donc c'est dans tout son corps. La valve est complètement déchiquetée. Je pense pas qu'on pourra l'opérer, mais on va essayer. Venez, vite. Dès qu'elle a la Pitié, on va venir là. Le chef de cardiologie de la Pitié va venir la chercher à Gonesse et elle va être transférée à Gonesse. Donc moi, je raccroche en toute honnêteté, je pleure, je crie, j'essaye, voilà. Donc les filles me disent, mais non, ça va aller. Je leur dis, mais non, ça va pas aller. Mais elles savent pas ce que c'est une endocardite, personne ne sait. Donc je peux même pas essayer d'expliquer à quelqu'un parce que personne comprendra, parce que c'est compliqué comme maladie. Donc je savais pas quoi faire, je voulais pas appeler mes parents. Ils sont âgés, ils sont fragiles. Je savais pas quoi faire, vraiment, je savais pas quoi faire. Donc mes copines, ce qu'elles ont fait déjà, elles m'ont mis sous la douche pour me calmer parce que j'étais hurlée, je pleurais. Elles m'ont dit, tu peux pas l'avoir comme ça, c'est pas possible. Donc je fais une bonne douche, mon mari rentre parce qu'il était pas là. Donc les filles lui expliquent ce qui se passe. Et en fait, j'essaye d'appeler son mari qui ne répond pas. Le pauvre, son téléphone était éteint, donc lui, il n'était pas au courant. J'essaye d'appeler ma famille, j'arrive à avoir une cousine qui m'explique, qui me dit, préviens pas tes parents, on les préviendra demain matin. Va auprès de ta sœur, attends qu'elle se fasse opérer, demain matin, on appelle les parents. D'accord. Je vais pour me préparer, Déborah m'appelle. Je vois son nom, Débo, ma sœur, apparaître, le téléphone, je l'ai pris, Allô? Ouais, ma nénette, bah voilà, je suis arrivée à la Pitié. Voilà, elle me dit, elle me dit: «Je comprends pas», et elle me dit: «Le bébé». Je lui dis: «Déborah, le plus important, c'est pas le bébé, c'est toi». Elle me dit: «Je sais ma sœur, je sais», et je lui dis: «Comment tu te sens?» Elle me fait: «J'arrive pas à respirer», et elle me dit, elle me dit je lui dis: «Je viens». Elle me dit: «Non, je veux pas te fatiguer ma sœur, il est tard». Je lui dis: «Tu veux que je vienne?» Elle m'a dit: «Bah oui, je veux que tu viennes». J'ai dit: «Bah j'arrive, de toute façon, je comptais venir». Elle me dit: «Tu as prévenu papa et maman?» Je lui dis: «Non, je comptais les prévenir demain matin». Elle me dit: «Très bien, tu as raison». Et elle me dit: «Jonas», et je lui dis: «T'inquiète pas Jonas, je m'en occupe». Je sais pas pourquoi j'ai répondu ça, et elle me dit: «Je t'aime ma sœur», et moi je lui dis: «Moi aussi je t'aime», je lui ai redit: «Je t'aime», elle m'a redit: «Je t'aime», et on a raccroché. Et je dis: «On y va, on va la voir». Sur la route, elle m'a rappelé. Honnêtement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est très flou ce qu'elle m'a dit, j'arrive pas à me rappeler. Je sais juste qu'on s'est dit: «Je t'aime», et qu'elle m'a dit: «Prends soin de Jonas». Le reste, j'arrive pas à me rappeler. En fait, ça a duré quelques secondes, hein, parce qu'elle pouvait plus respirer et qu'elle voulait m'appeler avant que, si elle s'endort ou quoi, elle voulait m'appeler. En fait, à l'hôpital, elle est arrivée, elle a raconté toute sa vie aux infirmières, elle a montré ma photo, la photo de Jonas, qui on était. Elle a dit: «Ma sœur, elle arrive». Et en fait, elle arrivait plus à respirer, ils commençaient à lui mettre des tuyaux de partout et elle paniquait et c'était dur, elle souffrait, elle avait mal. Donc ils ont décidé de l'intuber. Et c'est pour ça qu'elle m'a appelée juste avant, parce qu'elle voulait me parler et savoir où j'étais. Moi, quand je l'ai eue, je sais pas pourquoi, j'ai eu un petit peu d'espoir. Je sais pas, en fait, sur la route, j'ai eu un regain d'espoir. Un léger, mais j'ai dit: «Peut-être elle va s'en sortir». Et j'arrive à l'hôpital et donc je trouve la réanimation, je vois une infirmière. Je dis: «Oui, je suis la sœur de Déborah Fitoussi». «Ah oui, oui, d'accord. Bah, écoutez, on vient de l'intuber, mais ça va. Allez en salle d'attente». Il se passe, 10 minutes, un quart d'heure, donc, et j'entends: «Arrêt cardiaque en salle 2». Je regarde mon mari, je lui dis: «C'est Déborah, c'est ma sœur». Je dis: «Mais parle pas comme ça». Je lui dis: «En fait, quand son cœur, il s'arrêtait, c'est le mien qui s'arrêtait en même temps. J'ai senti mon cœur s'arrêter». Donc je savais que c'était elle, même si au fond de moi, j'aurais donné ma propre vie pour que ça soit pas elle. Mais j'ai senti. Et en fait, je sais pas comment, j'ai marché dans l'hôpital, j'ai réussi à rentrer. Normalement, c'est fermé, hein. J'ai réussi à rentrer et je me suis retrouvée devant sa chambre. Et donc j'ai vu les médecins en train de la réanimer. Et en fait, je vois un médecin qui voit que je vois et qui met tout de suite un paravent et qu'il y a une infirmière qui sort, elle me dit: «Vous êtes Rachel?» Je dis: «Oui». Elle me dit: «Je vous ai reconnue, Déborah nous a montré votre photo». Et je lui dis: «C'est ma sœur que vous êtes en train de réanimer?» Au début, elle voulait pas me le dire. Elle m'a dit: «Allez en salle d'attente». J'ai dit: «Non, je veux savoir». J'ai dit: «Moi aussi,
Je veux aider aussi, je veux être avec vous. Elle m'a dit, c'est pas possible. Elle m'a dit, s'il vous plaît, allez en salle d'attente. J'ai dit, c'est ma sœur qui a fait un arrêt cardiaque. Et en fait, elle a vu mon désespoir et elle me l'a dit, elle m'a dit oui. J'ai dit, mais vous avez réussi à la réanimer? Elle m'a dit oui, sauf qu'elle en a refait un deuxième et que là, on n'arrive pas. Elle m'a dit, on essaye, on va la brancher à une machine, donc ça s'appelle une circulation extracorporelle. Et moi, quand elle me dit ça, je dis, vous allez la brancher sous CEC? Elle me dit oui. Je lui dis, en fait, elle va pas s'en sortir, ma sœur. Je dis, allez en salle d'attente. Vraiment, elle a été d'une douceur et d'une gentillesse. Elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait. Elle voyait une fille devant elle qui était... Je dis, mais moi, je veux être avec elle, je veux la voir. Elle me dit, là, vous pouvez pas la voir. Donc, je vais en salle d'attente et en fait, je comprends. Je pleure, je crie, je comprends que elle s'en sortira pas. Le médecin vient pas longtemps après. Il se met à ma hauteur. J'étais assise, il se met à ma hauteur. Il me dit, écoutez, on va faire ce qu'on peut. Il m'a dit, écoutez, moi, j'ai entendu que vous étiez dans le milieu. Je vous montre son échographie. Je peux pas être plus transparent. Et quand je vois l'échographie de ma sœur, je dis, en fait, vous pourrez pas l'opérer. Il me dit, non, je suis désolée, on ne pourra pas. Je dis, mais je vous en supplie, elle a 37 ans, elle a un petit bébé de 1 an. C'est une jeune femme, faites quelque chose, je sais pas, trouvez une solution, greffez-lui un cœur. Il m'a dit, mais on peut pas, en fait. Tout son corps est touché. Je l'ai supplié, enfin, lui-même, il me parlait, mais il avait les larmes aux yeux. Normalement, dans le milieu médical, on essaye de rester détaché. Lui, il n'arrivait pas. Il me dit, je vais essayer, mais je peux pas vous promettre. Il m'a dit, moi aussi, le cas de votre sœur, il me traumatise, mais je peux rien faire. Il me dit, elle arrivait trop tard. Et donc, j'ai dit à mon mari, va chercher mes parents. Il faut qu'ils soient là, c'est pas possible. Et voilà. Moi, j'appelle mon beau-frère. Je devais lui annoncer que c'était grave, mais par téléphone. Donc, je lui dis, viens. Il me dit, mais Jonas, j'en fais quoi? Je dis, je sais pas, tu le réveilles, tu viens. Il dit, mais non, mais elle va s'en sortir. Plus tard, j'ai su que à ce moment-là, pendant que je lui parlais, il envoyait des messages à ma sœur. Tellement il n'avait pas conscience de ce qui se passait. Il lui disait, ça va aller, je t'aime. Il avait l'impression qu'elle pouvait lui répondre. Parce que pour lui, c'était le déni complet. Et donc, moi, je dis au médecin, je veux être auprès de ma sœur. Je vous en supplie, je veux être avec elle. Donc, il me dit, écoutez, je vais au moins la couvrir, que vous ne soyez pas traumatisés, et on vient vous chercher. Donc, l'infirmière vient me chercher. Elle me prend dans ses bras, elle m'amène devant la chambre de Déborah. Au début, en toute honnêteté, j'en suis pas fière aujourd'hui, mais je pleure, je crie, je lui dis, Déborah, je t'en supplie, et tu peux pas, t'as pas le droit. C'est pas bien parce que elle avait pas besoin d'entendre ça. Mais moi, en tant qu'humain, j'arrivais pas à dire autre chose. Et non, ça va. C'est difficile. Ouais. Là, c'est le petit moment. C'est le petit moment dur. Ouais. Et donc, je suis dans sa chambre avec elle. Alors, je sais pas pourquoi, je lui tiens la main, j'ai l'impression qu'elle me la tient. Et là, le médecin vient, il me dit, je suis désolée, vraiment, on pourra rien faire. On va... Là, j'ai tout essayé. Votre sœur, c'est pas possible. Tout son corps est touché. Ses reins fonctionnent plus, son foie fonctionne plus. Tout son corps est en train de rendre. Il dit, elle va partir dans quelques minutes, je pense. Donc, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, c'est les dernières minutes qui restent à ma sœur sur Terre. Je peux pas pleurer, je peux pas crier. Je reste à côté d'elle et je lui parle. Donc, j'essaye. Et en fait, je suis restée jusqu'à que son cœur il s'arrête naturellement. Et je lui parlais, je lui tenais la main, je l'embrassais, je lui parlais de Jonas, je lui parlais des parents, je lui parlais de la famille. Je lui ai dit, Jonas, je m'en occuperai toute ma vie, je te le jure, je ferai tout pour lui. Je m'occuperai de papa et maman. J'ai pas dit reste parce que, en fait, je voulais pas qu'elle parte. Déjà, c'est dur ce qu'elle avait, je voulais pas qu'elle souffre. En fait, je voulais qu'elle parte apaisée. Et donc, à l'instant même où son cœur s'arrête et que les médecins viennent, l'infirmière vient et me dit, vos parents viennent d'arriver. À l'instant même où ils sont arrivés, Déborah est partie. Moi, j'ai dit, moi, je peux pas annoncer à mes parents, c'est pas possible. Je peux pas annoncer à une maman, je peux pas. Donc, le médecin, il me dit, je vais venir avec vous. Ma mère, elle m'a vue. Elle s'est mise à pleurer. Elle a compris. Mon père, je crois que jusqu'à maintenant, il a pas compris. Il est dans un déni total. Pour lui, ça pouvait pas être sa fille, c'est pas possible. Donc, le médecin vient, il leur explique. Ma mère, elle hurle. Mon père, il pleure, mais je vous jure,
On dirait pas qu'il était là. Il comprenait pas ce qui se passait. Je pense que à l'instant où elle est partie, il s'est détaché de son corps. Mon beau-frère arrive, pas longtemps après, avec le petit dans les bras. Et il hurle, pareil. Il me prend dans ses bras, il hurle. Donc en fait, le petit, il a vu tout le monde pleurer, tout le monde hurler. Et moi, il me regarde. Je vois le regard de ma sœur, c'était horrible. Et lui, il comprend pas. Maman. Il a faim, mais il veut pas manger parce que Jonas, il mangeait qu'avec sa maman. Il refusait de se nourrir. Les filles, elles sont parties lui chercher un biberon, il voulait pas le manger. C'était... Toute la famille est venue, on était littéralement 50 dans la salle d'attente. Ils nous ont rien dit à l'hôpital. Ils ont été exceptionnels. Ma mère, elle a voulu voir Déborah. Donc on l'a emmenée vers Déborah. Le médecin, ce qu'il a fait, il a laissé tous les tuyaux pour que ma mère pense qu'elle était encore un petit peu là. Pour pas qu'elle se dise... voilà. Et c'était... En fait, je pourrais même pas dire la sensation que c'était. Tellement ça... Moi, j'ai l'impression qu'on m'a pris le cœur, qu'on me l'a piétiné devant moi et que j'aurais rien pu faire pour l'arrêter. À ce moment-là, j'aurais juste... En fait, c'est horrible et je suis heureuse d'être en vie et je peux pas... J'ai pas le droit de dire ça, mais sur le moment, j'aurais juste voulu que ça soit moi qui pars et pas elle. Parce que j'aurais jamais voulu vivre ça. C'est pas humain, c'est pas normal, et encore moins pour mes parents, d'avoir perdu leur fille. Et mon père, qui est de religion israélite, qui croit, il a demandé une autopsie parce qu'il comprenait pas pourquoi on avait tué sa fille. Et moi je lui dis non papa, c'est une maladie. Il me dit non, ma fille était pas malade, on l'a tuée ma fille. Donc le médecin il lui explique que l'autopsie ne servira à rien. Ma mère hurle parce qu'elle veut pas qu'on touche à sa fille, elle veut qu'on la laisse. Donc mon père il me dit d'accord ma fille, je te fais confiance, mais ils ont pas compris. Vraiment ils ont pas compris. Mon beau-frère aussi, il a pas compris, il a dit c'est de ma faute. Pourquoi lui c'était de sa faute? Parce qu'il voulait un deuxième enfant et qu'il s'est dit si elle était pas enceinte, elle serait pas morte. Ce qui n'a rien à voir. Mais donc il culpabilisait lui aussi. En fait tout le monde, moi je culpabilisais parce que je me suis dit j'ai rien vu. Je suis dans le milieu médical, j'ai rien vu, j'aurais pu la sauver, j'aurais pu faire quelque chose. Je m'en suis voulu, on s'en est tous voulu en fait. Et après, même pas une heure après, il fallait commencer à parler d'enterrement, de machin. Moi, je regarde mes copines et je leur dis c'est pas possible, elle est pas morte. Je rentre chez moi, je dis aux filles, j'ai fait un cauchemar, je vais me réveiller, elle va revenir, c'est pas possible. Je voulais pas manger, je voulais pas boire, je voulais rien, je voulais juste Déborah. On savait même plus quoi faire. Franchement, j'avais l'impression qu'à ce moment-là, j'étais pas là. Et je voulais pas être là, en fait. Je voulais juste que ça s'arrête, que la peine s'arrête, qu'elle soit là, que je me réveille, que je me dise que c'était un cauchemar, que c'est bon, que j'ai ma sœur auprès de moi et que tout va bien. Parce que pour moi, toute ma vie, j'allais la vivre avec elle. C'était logique. Les parents, on espère le plus longtemps possible, les grands-parents, mais à un moment, malheureusement, ils s'en vont. Mais ma sœur, pour moi, le chemin, c'était avec elle. Donc c'est comme si on m'avait enlevé ma jambe. On m'avait enlevé moi, en fait. Désolée. Et voilà, donc ça a été très 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 dur, c'était pas possible, il n'y a pas de mots en fait. Je pense que tu as raison, il n'y a pas de mots pour décrire ces genres de choses et de situations. En tout cas, je pense que Déborah, elle sera super fière là, de tout ce que tu viens de nous raconter à son sujet. Ouais, je pense que ouais, elle est fière de sa petite sœur. C'est sûr et certain. Des fois, c'est ce que je me dis quand je parle dans l'asso, j'ai l'impression qu'elle est à côté de moi, qu'elle me tient la main. D'ailleurs, je lui parle très souvent. Tout ce que je fais, je lui en parle parce que dans ma vie, tout ce que je faisais, elle le savait et elle me donnait des conseils. Donc là, c'est pareil, même si elle n'est pas là physiquement. Et du coup, tu vas nous raconter un petit peu comment est-ce que à travers cette épreuve qu'on peut... je sais même pas comment la nommer parce que c'est quelque chose que, comme tu dis, qui ne devrait pas se vivre. Comment, à travers la perte de ta sœur, Déborah, est-ce que tu as réussi à rebondir, tu vois, à pas plonger dans quelque chose de sombre et de se dire que voilà, on ressasse des choses qui sont pas forcément belles et évidentes à vivre. Et comment est-ce que toi, tu as décidé d'en faire une force et surtout de le partager pour que ça n'arrive plus, ou du moins le moins possible? Alors quand elle est partie, passer la période de deuil, qui était très dure parce que chaque jour, en fait, ça devenait de plus en plus dur. On dit que dans un deuil, le temps fait son travail et que ça va mieux. Moi, ça fait 3 ans et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus c'est dur. Parce que
Ça veut dire moins de temps que je passe avec elle. Et ça, par contre, j'ai pas l'impression que le temps, il arrange quelque chose. Mais comment j'y suis arrivée à survivre et à créer l'association, c'est qu'en fait, je voyais ma mère pas comprendre. Quand les gens lui demandaient de quoi elle est morte ta fille, elle disait « je sais pas ». Mon père, il comprenait pas, j'ai dû lui expliquer, j'ai dû lui faire le dessin d'une endocardite au moins 10 fois, mais il comprenait pas. Mon beau-frère est culpabilisé, et je voyais en fait toutes ces personnes que j'aimais se détruire aussi. Et moi, je savais que j'aurais pu avoir une solution. Donc la première des choses que j'ai fait, c'est retourner à la Pitié-Salpêtrière. Ce qui a été extrêmement dur au début, parce que retourner là-bas, c'était revivre ça, et je voulais pas. Mais j'ai été, pour elle, pour mes parents. J'ai rencontré le médecin qui s'occupait d'elle, un réanimateur exceptionnel, pour moi c'est un héros. Il m'a dit le cas de votre sœur, il m'a traumatisée, et je crois qu'il a traumatisé tout le service. Et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez bien m'expliquer ce qu'elle avait, ma sœur? Bien en détail. Il m'a donné tout son dossier médical, et il m'a dit, votre sœur, elle avait une malformation du cœur. Elle est née comme ça. C'est de naissance. Elle est née comme ça, et cette malformation, votre sœur, elle a eu un abcès de la bouche qu'elle n'a pas soigné, qui a atteint son cœur. Et l'abcès, quand il n'a pas été soigné, il s'est baladé. Elle a eu un abcès dentaire. Quand elle a eu l'abcès, elle ne l'a pas soigné, l'abcès il s'est baladé et il s'est installé. Et il s'est installé dans l'endocarde, d'où l'endocardite. Et c'est pour ça qu'elle n'avait pas tout de suite des symptômes, parce que ça a été masqué par les symptômes de la grossesse. Mais la grossesse n'a rien à voir. Elle n'aurait pas été enceinte, elle serait décédée de la même manière. Et donc je comprends ça. La première des choses que je fais, c'est que j'appelle ma mère en sortant. Et donc ma mère, elle me dit, donc c'est pas de ma faute. Je lui dis, bah non maman, elle est née comme ça, elle était comme ça dans ton ventre. T'aurais rien pu faire. Et donc j'appelle mon beau-frère, donc c'est pas de ma faute. Bah non plus. Et en fait, ma mère, elle me dit merci. Elle pleure, elle me dit merci. Et je dis au médecin, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas possible qu'une femme peut mourir comme ça. Il dit, bah il y a rien sur l'endocardite. Je dis, comment ça, il y a rien? Il me dit, il y a rien. Il n'y a pas d'association, il n'y a pas de groupe de parole, il n'y a rien. Je dis, il y a combien de cas par an? 5000 cas. Je dis 5000 cas et on peut rien faire. Il m'a dit, bah crée une association. Alors comment dire que dans ma tête, j'ai l'impression qu'il y a 2 neurones qui se sont branchés. J'ai fait, bah oui. Et en fait, je suis sortie de là-bas, je vous jure, avec le sourire. Non, maman, j'aurais pas dû sortir avec le sourire. Et j'étais bien. J'ai dit à mon mari, viens me chercher, on va boire un verre. Quelque chose vraiment que c'était pas ce que je faisais beaucoup après. Et j'étais bien. J'ai dit, c'est bien, on va la faire vivre autrement. Et donc j'ai décidé de créer Déborah, qui porte son nom d'ailleurs. Et donc la première idée, c'était de créer l'association, de déposer des statuts, et du coup de trouver le nom de l'association. Bien évidemment, l'association, elle s'appelait Déborah. Ça, il n'y avait pas de... J'allais pas l'appeler autrement. Et en fait, Déborah, je fais D comme dépistage, E comme endocardite, et après le reste est venu. B comme bilan de prévention, O comme orientation, R comme recherche, et A comme appliqué. Déborah. Voilà. J'ai dit à ma mère, t'as très bien choisi son prénom, parce que ça m'a beaucoup aidée. Donc je dépose les statuts, et l'association, elle ouvre le 16 mars 2023, le jour de la naissance de Déborah. Et elle a ouvert ce jour-là. Et en fait, dès le début, j'ai tout donné à l'association. Je m'y suis mis dedans. J'ai donné mon temps, ma santé, mon travail, tout. Je m'y suis mis dedans. Et en fait, j'ai donné ma vie à l'association, comme j'aurais donné ma vie à ma sœur. Mais à Déborah, aujourd'hui, je peux plus lui donner ma vie. Et donc, je le fais dans l'association. Et en fait, quand je travaille l'association, que je suis chez moi, que je fais mes petits... Je vous jure, j'ai l'impression qu'elle est à côté de moi. Quand je fais de la sensibilisation, quand je vais dans les hôpitaux, quand je fais des journées, elle est à côté de moi. Le jour des 1 an de l'association, quand j'ai fait le discours, je vous jure que dans la salle, on a tous senti Déborah. Elle était à côté de moi. Je sais pas, chacun pense sa façon de penser, mais moi, je sais qu'elle est là, qu'elle est près de moi et qu'elle est contente de ce que je fais.
Je sais que des fois, j'ai des moments où j'ai besoin de pleurer, de craquer, d'hurler ma peine. Et en fait, je me mets dans ma chambre, je prends son parfum, je le mets sous mon coussin et je sens. Et je vous jure que j'ai l'impression qu'elle me prend dans ses bras. Et en fait, de faire l'association, je me dis, mais c'est ce qu'elle aurait voulu. Parce que Déborah était trop gentille, trop bonne, trop un ange. Elle aurait voulu qu'on sauve des vies. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis aujourd'hui d'être là et de parler, d'avoir le sourire, d'être heureuse, d'être en vie. C'est grâce à Déborah. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, vous remarquerez souvent que quand je fais des discours, des podcasts, plein de choses, je dis toujours à la fin, voilà. Pourquoi je dis voilà? Parce que Déborah, alors c'était la reine des audios. Elle s'amusait à nous faire tout le temps des audios, mais des audios qui n'avaient aucun sens. C'est pas. Elle fait un audio par exemple où elle nous chante une chanson, mais sans qu'on ait demandé. Et à la fin, elle fait voilà. Où elle me dit coucou ma sœur, tu vas bien? Moi je vais bien, Jonas va bien, allez bisous, voilà. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais tout dans l'association, je dis voilà. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, Rachel, un peu les objectifs, enfin même pas un peu, les objectifs et les actions concrètes de l'association Déborah? Parce que même avant, tu as dit que tu sensibilisais. Moi, j'aimerais bien aussi savoir qui est-ce que tu sensibilises, si c'est juste les personnes, les patients ou les personnes lambda ou même le corps médical. Parce que je pense que même dans le médical, il y a des mauvais, voilà, des choses à faire. Il y a du travail. Oui, exact. Je pense bien. Alors, l'émission de l'association Déborah, alors dans un premier temps, c'est d'informer. C'est quoi l'endocardite? Donc, ça vient comment? Comment on peut l'éviter? Et ça touche qui? Donc ça, c'est les premières missions, informer. Je passe mon temps à expliquer ce qu'est l'endocardite parce que malheureusement, c'est pas du tout une maladie que les gens connaissent et qui touche quand même 5000 cas par an. Donc c'est énorme, c'est pas du tout une maladie orpheline et encore moins une maladie rare, alors qu'elle est référencée dans les maladies rares. Enfin, elle n'était même pas référencée. J'ai fait un travail avec Orphanet, qui est la plateforme des maladies rares, pour qu'ils la référencent, qu'ils mettent l'association en référence, mais elle n'était même pas référencée. Pour dire le niveau de rareté de la maladie. Donc ça, c'est la première action. Donc sensibiliser, ça va avec informer. Donc on fait des stands de sensibilisation, on fait le tour de la France, on tient des stands de rentrée, des marchés de Noël, des écoles, des salles, des hôpitaux, des journées portes ouvertes, des EHPAD, pardon, excusez-moi, des maisons de retraite, des mairies, des institutions, tout. On sensibilise la terre entière. Et du coup, tu leur dis quoi quand tu sensibilises? Bonjour, vous connaissez l'association Déborah? Donc, quand j'ai un stand, en général, on a notre petit kakémono, tout est en rose, hein, la couleur préférée de Déborah, qui, si elle aurait pu, elle serait habillée en rose toute sa vie. Donc, et on a choisi vraiment le rose qu'elle aimait. Rose saumon, pas trop rose, pas trop rouge. On a vraiment fait une DA respectée par Déborah. Donc, en général, le stand est tape à l'œil parce qu'il est rose. Donc, les gens viennent, disent « C'est qui Déborah? C'est vous Déborah ?» Je dis « Non, Déborah, c'est ma grande sœur. » Et j'adore commencer par ça parce que je la mets à l'honneur. Et donc, j'explique de quoi elle est partie. Et je dis « Vous savez ce que c'est une endocardite infectieuse ?» Alors, 99% du temps, on me répond « Non, c'est quoi ?» Donc, j'explique. Donc, pour petit rappel, en même temps, je fais la définition. Donc, l'endocardite infectieuse, c'est une infection de la paroi interne du cœur. Il faut savoir que nous, on a 3 couches qui protègent le cœur. On a la paroi externe, donc qui s'appelle le péricarde. On a la paroi, qui est le myocarde, et on a la paroi interne, donc qui est vraiment reliée au cœur, l'endocarde. Et donc, l'endocardite, c'est quand il y a une infection, une bactérie qui va se poser sur l'endocarde. En général, c'est très grave parce que ça touche rapidement les valves. Alors, quand ça arrive à être pris à temps, la personne, on lui donne des antibiotiques pendant 4 semaines en intraveineuse. Donc, c'est un long parcours. Et en plus, on lui remplace une valve. Donc, on lui met une valve artificielle. Donc, la personne, elle reste fragile à vie. Et les cas d'endocardite récidive sont souvent. Il y a beaucoup de récidives dans les endocardites. Donc, c'est les premières personnes qui sont à risque. Et donc, ça vient d'une bactérie qui est mal soignée. Dans beaucoup de cas, c'est une bactérie de la bouche. Un abcès, un aphte, une carie.
C'est ce qu'on voit le plus, mais ça peut être une bactérie pulmonaire, une bactérie digestive. On a une patiente qui a une bactérie digestive. Ça peut être une bactérie qui va rentrer, qui va s'infiltrer dans le système sanguin et qui va trouver un chemin dans le cœur. Et pourquoi on peut dire que c'est une récidive? Enfin, comment ça se fait que ça peut récidiver? Parce qu'en fait, les premières personnes à risque, c'est les personnes donc qui ont déjà une endocardite puisqu'ils ont une valve artificielle. Donc ils sont plus fragiles. Les personnes qui ont des malformations du cœur, donc des cardiopathies congénitales, toute malformation du cœur, ils sont plus fragiles. Comme Déborah, elle avait une malformation, donc du coup, la paroi, elle est soit plus fine, soit la bactérie peut rentrer plus facilement. Les personnes, par exemple, qui sont immunodéprimées, qui ont des maladies graves, ils sont plus à risque parce que leur corps est plus faible. Donc c'est pour ça que ces gens-là sont plus à risque. Mais la population en général est à risque, puisque c'est une maladie qui peut toucher tout le monde. Il suffit d'avoir une infection qu'on ne soigne pas. Alors après, il faut vraiment laisser du temps. Mais Déborah, par exemple, le médecin m'a dit, pour la sauver, il aurait fallu qu'elle vienne des mois avant à l'hôpital. Donc c'est que l'endocardite, elle a bien eu le temps de s'installer et de prendre son temps. Sauf que malheureusement, c'est une maladie qui n'est pas connue. Une femme, elle arrive avec de la fièvre, on va jamais penser à une endocardite. Jamais. C'est peu probable. Et donc c'est pour ça qu'on sensibilise aussi. En fait, oui, c'est une patiente qui avait une malformation du cœur, qui a été opérée petite. On lui a jamais parlé de prévention. Jamais. On n'a jamais parlé à ses parents du dentiste. Jamais, littéralement. Et en fait, elle a eu une endocardite très, 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 très grave. Elle a failli mourir. Elle a dû être greffée. Donc c'est pour dire le niveau. Et c'est une jeune patiente qui m'a contactée donc sur Instagram pendant qu'elle était à l'hôpital. La plupart des patients, d'ailleurs, quand ils me contactent, ils sont encore à l'hôpital, ils sont encore en train d'être soignés. Et en fait, je lui ai dit, comment t'as eu une endocardite elle a percé ses oreilles. Alors pas la boucle d'oreille classique, je crois que c'était la 2e ou la 3e. Elle était en vacances avec ses copines, elle l'a fait dans le premier salon qu'elle a trouvé. Elle savait pas. Elle savait pas, elle est rentrée chez elle, elle a commencé à avoir de la fièvre, elle a été chez son pédiatre, parce que je crois qu'elle avait 14 ans quand ça a commencé. Elle a été chez son pédiatre qui lui a dit que c'était un vulgaire virus. Une semaine plus tard, elle retourne chez le médecin, il lui donne des antibiotiques qui marchent pas. Une semaine encore plus tard, elle va à l'hôpital. Ils lui disent que c'est rien, ils font une prise de sang. Là, ils voient les hémocultures, ils comprennent que c'est grave, ils disent que c'est une forte infection, mais ils n'ont pas du tout pensé à sa malformation du cœur et encore moins une endocardite. Il a fallu qu'elle y retourne, je crois, 5-6 fois avant qu'on lui parle d'endocardite. Mais comment ça se fait que on cherche pas ça en premier, en fin de compte, ce qui est vraiment en cause d'une mort potentielle? Parce que c'est rare. Parce que pour les médecins, c'est pas possible qu'une jeune femme de 15 ans arrive et qu'elle ait une endocardite. Parce que les urgentistes, les médecins généralistes, les gynécologues, les obstétriciens ne sont pas formés du tout sur l'endocardite. Du tout. Donc malheureusement, c'est très compliqué. Et ils sont pas formés parce qu'on leur explique pas. Moi-même qui ai fait des études de médecine, dans les premières années, j'avais une phrase pour savoir ce que c'était l'endocardite. Donc si j'aurais fait un stage aux urgences et que j'aurais vu une patiente avec de la fièvre, j'aurais pas pensé à une endocardite. Alors c'est pour ça aussi qu'on informe beaucoup, beaucoup le personnel médical. Pas que les cardiologues et les infectiologues, parce que l'endocardite, ils la connaissent malheureusement sur toutes ses coutures. Je les informe, on va voir les médecins généralistes, même les pharmaciens, les gynécologues, les pédiatres. On leur explique pourquoi les gynécologues, parce que les femmes enceintes. Moi, ma sœur, elle a fait une écho de datation 3 jours avant de partir. Le médecin, il n'a pas du tout pensé à une endocardite. Du tout. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré et que je lui ai dit que ma sœur était décédée dans une endocardite infectieuse, il m'a dit, je cite, « C'est pas possible. » Les médecins, ils se sont trompés. J'ai dit, ah, malheureusement, non. Donc, pour dire que malheureusement, mais on peut jeter la pierre à personne, c'est qu'il n'y a pas d'information. Il y a une association des professionnels de santé sur l'endocardite, et en fait, c'est les professionnels qui travaillent sur l'endocardite. Donc, les dentistes, les infectiologues, les cardiologues, et ils font ce qu'ils peuvent. Mais il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, et comme ils n'ont pas de temps, la prévention qu'ils font avec leurs patients est très, très, très rapide. C'est pour ça que, en général, quand on rencontre des services de cardiologie ou d'infectiologie, ils ont énormément de projets à faire avec nous, parce que on fait leur partie que malheureusement, ils ne peuvent pas. Donc ça, c'est la 2e grosse mission de l'association. La 3e, c'est la prévention, bien évidemment. Donc la prévention des bons gestes bucco-dentaires.
on a un petit flyer qu'on a créé avec l'Union française des soins bucco-dentaires, donc qui explique bien tous les bons gestes à avoir et à ne pas avoir. Est-ce que tu peux les décrire dans les grandes lignes? Je mettrai le lien pour pour la brochure que vous avez faite, mais piqûre de rappel, tu sais, c'est déjà... Petite piqûre de rappel, le dentiste, c'est minimum tous les 6 mois. Pas tous les 1 an, pas tous les 2 ans. Quand on a une carie, on met pas des glaçons et on croit pas que ça va passer tout seul. Encore moins avec un abcès. Quand on a de la fièvre et qu'on est fragile, on va chez le médecin. On prend pas un Doliprane et on dit pas ça va passer tout seul. Ça passe pas tout seul. Et même si ça passe tout seul, au pire on aura perdu 3 heures, c'est pas très grave. On se lave les dents minimum 2 fois par jour. Quand on mange du sucre, on essaye de limiter le sucre. On sait, c'est super bon, mais on essaye de limiter. Et quand on en mange, on va se laver les dents. On essaye d'utiliser le fil dentaire. Quand on doit aller chez le dentiste et qu'on a des malformations cardiaques, et là je parle à tous les patients qui ont des malformations congénitales, qui sont immunodéprimés, on prend des antibiotiques avant d'y aller. Avant une intervention, c'est super important. Quand on a eu une endocardite, on ne croit pas qu'on ne peut pas en avoir une autre, parce que malheureusement, on en a beaucoup des récidives. Alors pas pour les faire paniquer, parce que les bouts de chou, voilà, j'imagine l'état de stress dans lequel on est, mais juste pour qu'ils font attention, juste pour qu'ils comprennent que, voilà, le dentiste, le médecin, c'est important, c'est pas méchant, ils sont pas là pour leur faire du mal, au contraire. Qu'est-ce qu'on dit aussi dans nos flyers sur les bons gestes bucco-dentaires qu'on pourrait expliquer ? Pareil, quand on a une infection, une pneumonie, une infection digestive, n'importe quelle infection, on se soigne. On ne pense pas que les antibiotiques, il faut les prendre 3 jours et quand il n'y a plus de fièvre, c'est que l'infection est partie. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Il faut bien soigner, il faut prendre sa vie au sérieux parce qu'on n'en a qu'une seule. Et c'est très, très, très important. Voilà, ça c'est pour la partie prévention. Et on accompagne aussi beaucoup les patients. On les écoute, on essaye de les soutenir, on essaye d'aider les familles à qui ça arrive. Quand les familles perdent un proche atteint d'une endocardite, c'est une action qui me tient énormément à cœur. Parce que je veux pas que les gens vivent ce que nous on a vécu. Je veux qu'ils comprennent, qu'ils culpabilisent pas, qu'ils se sentent accompagnés, qu'ils se sentent qu'on leur tient la main. Donc on accompagne beaucoup les patients et les familles. Et alors la mission de l'association qui est un petit peu compliquée à faire, mais qui est une mission que j'aimerais beaucoup et que je commence à mettre des petits pieds dessus, c'est financer la recherche sur l'endocardite infectieuse. Donc, comme vous vous doutez, il n'y a pas beaucoup de recherche dessus. Donc, on aimerait beaucoup financer la recherche dessus pour les antibiotiques, la prévention, le rapport avec les dents, le cœur, etc. Beaucoup de choses qui pourraient être faites. Alors, j'ai des tonnes d'idées. Quand je rencontre des hôpitaux, je peux leur parler 2 heures de mes idées. C'est-à-dire que, pour la petite anecdote, l'association Déborah a gagné un prix, le prix Prevent to Care Tour. Donc c'est la Fondation Ramsay et Pfizer France qui offre un prix à une association qui fait de la prévention 1 fois par an. Donc comment dire que quand je leur expliquais tous mes projets, tout ce que j'avais déjà fait et tout ce que j'aimerais faire, la première question qu'ils m'ont posée c'est « Vous avez une vie à côté ? Vous arrivez ?» J'ai dit « Non, j'ai pas de vie à côté. » Mais ils ont été hyper émus et je les remercie infiniment parce que on a gagné un prix de 10 000 € grâce à eux et qu'on a pu faire plein de choses et qu'on a encore plein d'idées. Vous vous doutez, dans ma tête, ça fuse. Grâce à eux, on a pu avancer. Et en fait, quand on a gagné ce prix, ce que j'ai dit à mes amis, ce que j'ai dit à mon mari, à ma famille, j'ai dit c'est pour la première fois, on m'a entendu. Ouais. On m'a entendu, on m'a compris. Et sur LinkedIn, sur les réseaux, ils n'arrêtaient pas de partager l'endocardite. Ça m'a fait énormément plaisir. Je me suis dit, on m'entend. On entend mon combat. On entend Déborah et ça, c'est incroyable. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire. Et donc, je les remercie plus qu'infiniment. Et après, voilà, on a plein de projets dans les hôpitaux. On fait de l'éducation thérapeutique du patient. Donc, ça va par la prévention. Donc, le premier hôpital avec lequel on a travaillé, c'est la Pitié-Salpêtrière, avec le professeur de cardiologie, qui est un homme exceptionnel. Donc, on a cœur sur lui. On l'adore. On adore. Chaque jour, en fait, quand on va le voir, il nous dit merci. C'est un professeur, il prend le temps pour nous et il nous dit merci. Il nous dit merci de ce que vous faites. Donc, on fait beaucoup de prévention avec lui. On travaille sur plein de beaux projets. Et on travaille aussi avec un autre hôpital à Clermont-Ferrand
sur un projet de prévention, mais cette fois plus dans l'accompagnement du patient après l'endocardite infectieuse. L'accompagnement du patient, l'accompagnement des familles et l'accompagnement des familles qui ont perdu quelqu'un d'une endocardite infectieuse. C'est la partie qui m'a touchée le plus, bien évidemment, parce qu'elle m'a dit, en fait, j'ai envie de recontacter les familles après, mais j'ose pas. Je leur dis quoi? C'est un peu de ma faute que la personne qu'ils aiment soit plus là. Je dis, non, vous avez tout fait. Et en fait, la personne, vous allez l'appeler, elle va être touchée. Elle va se dire, on n'a pas oublié mon parent. Mon parent, mon enfant, ma sœur, mon frère. Donc ça nous tient énormément. Voilà, on fait de la prévention dans les écoles, les EHPAD, et on a une journée une fois par an qui s'appelle « Bien prendre soin de son cœur ». Et pendant cette journée, on a plein de stands. Un stand chamboule tes dents, où les enfants ils prennent des brosses à dents pour taper sur les méchantes bactéries, parce que les bactéries c'est pas gentil. On a une grande roue que madame a créée, où les enfants ils tournent la roue, il y a des questions et ils doivent répondre. Ils ont adoré. Même quand il n'y a plus de cadeaux à donner, oui, parce qu'on leur donne des cadeaux bien évidemment, sinon voilà. D'ailleurs mon neveu a pris plein de cadeaux, et à chaque fois il les perd. Alors que les cadeaux c'est pas pour lui à la base. Donc non content, il les prend, en plus il les perd. Donc ils ont des petits cadeaux, mais c'est vraiment voilà des petits ballons, mais ils sont très heureux. On a un stand Mémorise, donc pareil sur le thème du cœur. On a un stand dessin, un atelier dessin, ils colorient, ils apprennent les moments de la journée où il faut se laver les dents. Quand on mange des bonbons, qu'est-ce qu'il faut faire juste après? On a bien évidemment un stand sur les bons gestes bucco-dentaires, tenu par une dentiste de l'UFSBD. Et par nos bénévoles, donc pareil, il y a une brosse à dents, des dents, les enfants doivent apprendre, on leur en donne plein de jeux, enfin vraiment c'est exceptionnel. On fait une grande tombola, on fait gagner des lots. Voilà, on a un stand de nourriture, on essaye que ça soit un petit peu healthy, mais voilà, c'est des enfants, c'est compliqué. Mais on leur dit, par exemple, quand on leur donne du sucré, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Tu vas te laver les dents. Et on a plein de témoignages après de parents qui nous disent que leur enfant, en rentrant à la maison, disent « Maman, je veux me laver les dents parce que moi, je veux pas de bobo au cœur ». Ça, c'est exceptionnel. Donc franchement, on se dit, là, on a tout gagné. Donc voilà, en gros, j'ai bien résumé quand même, tout ce que fait l'association Déborah. Et moi, je voulais savoir comment est-ce que nous, en tant qu'auditeurs, enfin tous ceux qui écouteront ce podcast-là, comment est-ce qu'on peut soutenir, aider l'association Déborah? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que vous cherchez des dons? Est-ce que vous cherchez des bénévoles? Est-ce que vous cherchez... Enfin voilà, dis-nous. Alors, on cherche tout. En résumé. Alors, déjà, chaque personne qui va nous entendre, si elle peut faire attention à sa santé, si elle peut partager autour de soi, autour des gens qu'elle aime, les bons gestes bucco-dentaires, la prévention, c'est quoi l'endocardite et comment l'éviter. Ça, c'est la plus belle des choses que chaque auditeur peut faire. Alors, bien sûr, on est toujours à la recherche de bénévoles. On est une super équipe, on est une petite famille. Donc, chaque personne qui voudra rejoindre la team bénévole de l'association Déborah est la bienvenue. On est toujours à la recherche de partenaires aussi, parce que les marques, les hôpitaux, les institutions qui partagent notre message, c'est important. Et oui, bien évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Je ne sais pas si c'est ça l'expression, mais on va dire que c'est ça. Donc oui, on a toujours besoin de dons. Donc l'association Déborah, elle est reconnue d'utilité publique. Donc chaque don est déductible des impôts. Donc oui, on est toujours à la recherche de dons pour continuer de sensibiliser, de prévenir, de pouvoir faire des stands, de pouvoir tenir nos journées, de pouvoir aider les hôpitaux, de pouvoir financer la recherche, de pouvoir se déplacer partout en France. Donc oui, pour tout ça, on a besoin bien évidemment de dons et qu'il n'y a pas de petits dons, ça n'existe pas. Même 1 euro, on peut faire beaucoup de choses avec. Je suis bien d'accord avec toi. Et est-ce que tu peux rappeler où est-ce qu'on peut vous trouver? Oui. Alors, au cas où vous ne l'aurez pas compris, on s'appelle l'association Déborah. Donc, sur Instagram, c'est Association Déborah. Notre site internet, c'est association-déborah.org. On a aussi Facebook et LinkedIn, pareil, Association Déborah. Et si vous voulez nous envoyer un mail pour n'importe quel projet, c'est contact@association-déborah.org. Voilà. Et pour faire un don, devenir partenaire, devenir bénévole, c'est sur le site de l'association Déborah. Vous avez toutes les informations pour ça. Si tu avais à faire passer 3 messages clés à nos auditeurs et à nos auditrices, ce serait lequel? Alors, le premier, c'est que la vie, elle est courte et qu'il faut chérir les gens qu'on aime. Il ne faut pas se prendre la tête sur des détails, que parfois on peut se vexer ou avoir de la peine pour certaines choses.
mais que les gens, malheureusement, quand ils sont plus là, c'est trop tard pour arranger les choses. Donc, si vous avez des gens que vous aimez, vos parents, vos frères et sœurs, votre mari, vos enfants, et j'en passe, chérissez-les. C'est très important parce que la vie, elle est courte, qu'elle passe extrêmement vite pour tout le monde, et que chaque moment est important, chaque moment est unique, et que des moments qui paraissent aujourd'hui hyper simples, ça sera des souvenirs demain. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième, c'est faites attention à votre santé, à vos dents et à votre cœur, c'est très important. Et le troisième, je sais pas. Le troisième, on va trouver, c'est pas grave. C'est venez rejoindre l'association Déborah. Tout simplement. Et la dernière question, ça serait qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'association Déborah pour la suite et puis te souhaiter à toi également? Alors moi, ce qu'on pourrait souhaiter à l'association Déborah, ça serait qu'elle continue d'avancer, que chaque personne sache ce qu'est une endocardite et comment l'éviter, qu'il n'y ait plus jamais de décès sur l'endocardite. Alors bien évidemment, il y en a encore, hein, mais en 2 ans, on est passé, grâce à l'association, de 80 à 50% de décès. Donc ce qui est pas mal, et c'est grâce à la prévention parce que les gens pensent forcément plus tôt et ils vont à l'hôpital plus tôt. Donc ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'un jour l'endocardite, elle n'existe plus, que l'association, elle arrive à faire plein de beaux projets, on a plein d'idées et plein de choses qu'on aimerait faire, et j'espère qu'on arrivera à tout faire. Et ce qu'on pourrait me souhaiter à moi, c'est de pouvoir avoir la force de continuer ça toute ma vie, que je puisse l'apporter à mes enfants, à Jonas, à ses enfants, et que j'arrive peut-être un jour à accepter ce qui nous est arrivé pour l'instant en toute transparence, même si l'association m'a aidée. Et j'ai du mal. Là, par exemple, dans quelques jours, ça sera la date d'anniversaire de son décès. Les semaines qui arrivent, je suis extrêmement triste et des fois, je suis déprimée pour rien, sans raison. Parce que c'est la période que si je pouvais l'effacer du calendrier, je le ferais. Là, quand la date arrive, j'ai encore beaucoup de mal. Et peut-être qu'un jour, je l'espère pour moi, j'arriverai à être en paix avec ça. Et c'est ce que je me souhaite. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter notre histoire. C'est nous qui sommes honorés de l'avoir entendu et surtout de pouvoir la diffuser. Ça, franchement, Merci beaucoup. merci à toi. Et puis la façon dont tu as parlé de ta sœur, c'est très touchant. Merci, c'est gentil. C'était un très beau témoignage. Et en plus, avec plein de valeurs, et puis quelque chose qu'on ne connaît pas, surtout, c'est même ma cardiologue, elle m'avait dit, même moi, il faut que je fasse de la prévention pour comment nettoyer les dents aux enfants de nos jours. Et je trouve ça triste parce qu'en fin de compte, c'est la C'est super première. important. Ouais, c'est Ouais. super important et c'est ce qu'on apprend normalement quand on est tout petit. C'est ça. Donc, Mais je pense merci que là- d'exister. Ouais, c'est merci gentil. vraiment. d'exister et surtout merci de donner un sens en fait. Parce que quand tu dis à un enfant de se laver les dents, il comprend pas pourquoi. Il se dit oh, c'est juste embêtant quoi de se laver les dents. Une tâche en plus. Mais là, je trouve que tu vois la manière dont vous l'amenez de manière éducative, plutôt Même ludique. exactement ludique, et ben que l'enfant comprenne le lien entre les dents et le cœur. Je pense qu'une fois qu'il a compris tout ça, avec des mots simples, hein, bien sûr, pas aussi complexes que les termes médicaux, mais je pense qu'une fois qu'il a compris, il se dit c'est logique que j'aille me brosser les dents 2 fois par jour minimum. Mais c'est ça, parce que on va dire à l'enfant, si tu te brosses pas les dents, t'auras pas de bonbons. Si tu te brosses pas les dents, tu seras puni. C'est comme si on lui dit de manger ses brocolis. Hein. Il regarde, il hausse les yeux, il est pas content. Mais si on lui explique que c'est pour pas avoir de bobos, il comprend. Nous, dans nos journées, les enfants, ils adorent, ils s'ennuient pas. J'ai jamais vu un enfant à notre journée qui est comme ça. Ils ont toujours des choses à faire. Et même quand ils jouent à la grande roue et qu'il n'y a plus de cadeaux, ils jouent quand même. Ils se disent, ah, mais j'apprends plein de trucs. En plus, c'est gratuit. Il y en a une, elle nous a dit, en plus, c'est gratuit. On était là, c'était beaucoup trop mignon. Eh ben, en tout cas, c'est trop bien de finir sur cette note-là. Donc, merci infiniment Merci à vous. d'être venue, Rachel, et merci d'avoir porté les témoignages et l'histoire de Déborah. Et puis, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Merci, Rachel, pour ta voix, ta force, ton courage et ton engagement. À travers ton témoignage, c'est la mémoire de Déborah
que tu fais vivre et avec elle un message d'utilité publique qui nous touche en plein cœur. Tu nous as rappelé à quel point la vie peut basculer sans prévenir et combien il est essentiel de mieux connaître, de mieux prévenir, mieux accompagner les maladies cardiovasculaires, notamment les plus silencieuses comme l'endocardite. Ton combat, c'est celui de toutes les familles qui vivent ces drames invisibles trop souvent passés sous le silence. Et grâce à toi, à l'association Déborah, à chaque mot que tu poses, tu fais de cette douleur une lumière pour d'autres. Merci pour ton authenticité et surtout, continue. Nous, on est là pour relayer ta voix.